enfin, ce que je voulais vraiment dire, parce que je ne vais pas aller dans ces détails-là, mais quel est le narratif national, en fait, du Cameroun? Parce qu'en fait, c'est peut-être ça aussi qui crée ces divisions-là, qui crée ce, qui crée peut-être ces certaines rancunes, certaines choses. C'est qu'il y a un narratif qui a été peut-être distillé. Aujourd'hui, bah, bref, on en récolte un peu les La vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medtube. Medtube, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. forces. Je peux répondre à ta question si tu veux, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ok, parfait. Regarde, j'ai pas bondi sur Babacar parce que c'est une personne que je connais, tu vois. On a l'habitude d'échanger ici avec lui chaque fois. Pour votre nouvelle, je suis Diagari, t'inquiète. On a l'habitude d'échanger avec lui chaque fois. Donc, c'est un truc que il a l'habitude de revenir avec le sujet plusieurs fois. Tu vois, il va harceler, il va dire la même chose. Aujourd'hui, il va dire ça. Demain, il va revenir avec la même chose. Il parlait à chaque fois. À chaque fois, on est obligé de revenir avec l'histoire du Cameroun. Et le lendemain, il va encore reposer la même chose sur la table. Tu vois, c'est pour ça que, c'est pas que j'ai bondi. C'est parce que ça fait mal à la tête que chaque fois on donne les mêmes réponses, il revient avec les mêmes questions. Et la deuxième chose, c'est ce que tu as dit par rapport à toi. Le narratif, tu l'as adopté. On est bien d'accord que tu as adopté le narratif parce que tu considères que tes grands-parents étaient maquisards. Moi, les nôtres, ils ne l'étaient pas. Moi, mes grands-parents étaient indépendantistes, à la limite, ou ils étaient, pas, on va pas utiliser le terme nationaliste parce qu'ils sont un peu bizarres. C'était des personnes, les pères fondateurs, comme on le dit, du Cameroun actuel, parce que avant le Cameroun actuel, il y a eu un autre Cameroun. Les appeler aujourd'hui maquisards, c'est le narratif colonial qui a été mis dans la tête des Camerounais. Et vous l'acceptez. Tu as dit que tes grands-parents étaient maquisards, donc tu l'acceptes. C'est qu'il faut faire, la résolution de ça qu'il faut faire, c'est de revenir avec non seulement le côté historique, comme je l'ai fait à ma première prise de parole, de revenir avec l'histoire du Cameroun pour conscientiser les Camerounais. C'était pas des maquisards. On commence déjà à dire que c'était pas des maquisards. Ils étaient indépendantistes. Et les vrais maquisards, c'est ceux qui ont qualifié vos parents de maquisards. Tu vois, il faut revenir avec le narratif. On appelle ça la rhétorique. Il faut revenir avec la rhétorique. Il faut essayer de soigner le narratif, essayer d'expliquer aux Camerounais. Le deuxième point que tu as parlé, c'est du tribalisme. Regarde, quand je suis venu pour la première fois en expliquant à Babacar qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun en tant que tel. Il y a un tribalisme d'État. Le tribalisme d'État est différent d'un tribalisme classique. Le tribalisme d'État, je suis revenu avec l'histoire encore en disant que même Oumniobel avait constaté, ou du moins les UP6 l'avaient constaté, que l'État utilisait le tribalisme à des fins politiques. C'est pour ça que j'ai parlé de la lettre, tu peux regarder sur Internet, la lettre de Oumniobel à Bida. Bida, c'était le tout premier ministre du Cameroun, parce qu'il est le premier ministre du Cameroun colonial, s'il faut le dire comme ça. Pourquoi j'ai dit colonial? C'est vrai qu'on n'a pas été une colonie, mais c'est juste pour que vous compreniez un mot. Il écrit la première lettre à Bida pour lui dire, je vais paraphraser en disant ceci, il dit à Bida que nous ne sommes pas les détribalisateurs. Donc, on ne veut pas enlever chaque Camerounais de sa tribu. Il dit par la suite, nous connaissons la réalité ethnique de notre peuple. Donc, il sait qu'il y a des Bamileke, il y a des Bassa, il y a des Douala, il y a des Fulbe. Il sait que ça existe. Mais il dit qu'on ne doit pas l'utiliser à des fins politiques. Parce que ce que Bida faisait, c'est qu'il venait dire, il y a telle tribu qui veut pas du bien du Cameroun. Un peu ce qu'il y a actuellement. Il y a telle tribu qui veut pas du Cameroun, il faut les combattre. Il y a telle personne, il y a telle personne. Un peu la même chose que Babacar a fait.
en disant que les partis politiques sont communautaires. C'est faux. Les présidents des partis politiques ont des tribus, c'est vrai, mais ils ne sont pas communautaires. Quand tu parles le PCN, c'est vrai que ceux qui brassent beaucoup peuvent se dire, bah ça, on ne sait pas, moi je connais pas, je peux pas déterminer la tribu avec le nom, parce que j'ai un nom qui appartient même pas à ma tribu, s'il faut le dire comme ça. Donc, c'est presque pareil. Le MSC, ça se peut, mais c'est pas le cas. Le MSC, c'est pas américain. Tu entres dans le MSC, tu vas voir les Wilfried et Kanga, tu m'envoies moi. Tu vas voir aussi les Boubou, les Sacs, tu vas voir tout le monde. Il y a les Mabamou, Mouta, il y a tout le monde dans le MSC. Mais l'État veut utiliser cette appartenance tribale pour éloigner les Camerounais de la question politique, comme ça avait été le cas avec Bida en 1957. Parce que c'est la même rhétorique qu'il utilisait et c'est la même rhétorique que toi aussi tu l'as utilisée en disant que tes parents étaient maquisards. Non, ils étaient, comme je l'ai précisé, indépendantistes, mais pas des maquisards. Ok, merci en tout cas de m'avoir éduqué sur le sujet. Et la deuxième question, là je viens de me rappeler, tout à l'heure vous avez bondi aussi de votre chaise lorsqu'il a parlé de la colonisation, en disant que la colonisation était toujours d'actualité au Cameroun. Mais moi j'ai juste une petite rhétorique à dire, c'est que même si la colonisation, ne bondissez pas de vos chaises, hein, c'est encore un argument clivant, même si la colonisation est encore d'actualité au Cameroun, est-ce que cette colonisation, en quoi cette colonisation plutôt empêche par exemple M. Paul Biya, président du Cameroun, hein, de créer un système de santé correct, des routes correctes, une éducation pour tous, etc., etc. en fait. Donc, en quoi, ne serait-ce que le droit des enfants, instaurer le droit des enfants, voilà, commencer peut-être par là, instaurer peut-être le droit des femmes, légaliser peut-être l'IVG, etc. En quoi la colonisation aujourd'hui impacte toutes ces installations en fait? Bon, Axel, je te laisse la réponse. Où ça, Camille? Camille, tu es là, il fallait que je n'étais pas là. Camille, Katika encore là. Je suis là. Katika, désolé. Katika, vas-y, on a vu, je n'étais pas là. On te fait souffrir ce soir, désolé. Je sais que tu n'es pas un couche-tard, mais c'est Non, vas-y. C'est la première. Il faut parler à la sœur. Elle a de très bonnes questions. Oui. Donc, je pense qu'il faut des bonnes réponses. Bah, moi, je vais commencer par la question de la sœur. Bon, je n'avais pas prévu de commencer par là, mais bon, faut pas qu'elle oublie sa question plus tard. Je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce que non, en fait, alors pour moi, ça paraît évident peut-être pour nous, mais peut-être il faut qu'on t'explique à toi parce que tu n'as peut-être pas vécu suffisamment le Cameroun de l'intérieur. C'est pas une critique, hein, mais il dit pour nous qui avons connu le système de Biya, qui sont nés, avons grandi dedans. Ben, en fait, toutes ces choses dont tu parles, là, des évolutions sociales, des choses qu'il pourra apporter, c'est pour lui, c'est comme, comment on dit ça, le système camerounais, c'est comme si, c'est quelque chose que les Camerounais ne méritent pas, tu vois. On n'en est même pas encore là. Comme on le disait avec Kemita la dernière fois, c'est comme si on venait parler d'aller dans l'espace alors qu'on n'a même pas encore l'électricité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut pas met pas la charrue avant les bœufs. Le Cameroun se posera des questions. Je n'ai pas dit qu'elles sont pas importantes, hein, mais Talon l'avait dit un peu il y a quelques années lorsqu'il a fait un discours en disant que on va pas venir nous parler de droits sociaux, de machin, alors qu'ici on cherche encore à nourrir les Béninois. Il avait dit dans un discours, ça avait tellement choqué, il disait que lui il va interdire il parlait des syndicats, des machins, des trucs comme ça, il veut pas de ça dans son pays pour l'instant, ils ont besoin de travailler et se développer. Et je pense que pour moi c'est ça, le Cameroun, ces questions-là ne sont pas encore, ne sont pas pertinentes. Enfin, comment dire ça, les solutions qu'on pourrait apporter aujourd'hui ne seraient pas pertinentes parce que les gens cherchent encore à se nourrir. Ils sont au premier étage de la pyramide de Maslow. Et c'est pas un étage dans lequel les gens cherchent à résoudre ce genre de problème. C'est pas si... Non, mais moi, j'ai pas parlé des gens. Non. Oui, on va parler... J'ai parlé au niveau étatique. Oui. Qu'est-ce qui lui empêche, du coup? Parce que vous dites on est encore au niveau de la colonisation. Tant bien même, on est encore au niveau de la colonisation. Ok, je te réponds. On n'est plus au niveau de la colonisation. Ah, parce que ce que vous avez dit, ce que vous avez dit tout à l'heure. On n'est plus au niveau de la colonisation, on est au niveau de la néocolonisation, mais ça veut dire la même chose. Ok, d'accord. Là, tu vois, là, ça change tout déjà. Ça veut dire la même chose, parce que oui, parler de colonisation, juridiquement parlant, déjà, le Cameroun n'a jamais été une colonie. Mais c'était un système colonial de fait. Mais nous sommes dans une néocolonisation qui a juste changé
les visages des personnes qui nous dirigent. Et Biya fait partie de ces personnes-là. Il a dit lui-même, je suis le meilleur élève de la France. Après avoir dit une phrase comme ça, la question ne se pose plus. Ça veut dire que le gars, il est là pour appliquer. Quand je dis je suis le meilleur élève de Washington, je suis le meilleur élève de Chapitre, ça veut dire que les instructions que Chapitre nous a données à tous, je suis celui qui les applique le mieux. C'est ce que ça veut dire si on parle français terre à terre. Donc, en partant de là, il est le meilleur élève du néocolonialisme. Donc, ça veut dire qu'il est le meilleur élève de la pensée française, raciste, impérialiste, tout ce qui va avec au moment où ils sont arrivés au Cameroun. Ben, il est le meilleur élève de l'application de tout ce courant de pensée-là. Donc, c'est clair. Et si je te disais que non, du coup? Non, parce que si il doit, non mais attends, si il doit appliquer à la lettre comment le gouvernement français se comporte à l'extérieur ou à l'intérieur, du coup il n'applique pas à la lettre. Non, j'ai dit qu'il applique le courant de pensée. Ça veut pas dire qu'il applique les instructions. Ça veut dire que il traite les Camerounais de la même façon dont les colons traitaient les Camerounais. C'est comme ça que bien se comporte vis-à-vis des Camerounais. Oui, mais il a fait l'école où? Il a fait l'école en France. Il a fait l'école en France. Voilà. Non, mais en fait, si je peux me permettre. Il y a un gros problème. Bon, vas-y, Kémit, peut-être tu vas prendre. J'allais dévoiler mon propos, mais c'était même pas ce sujet-là. Kémit, vas-y, réponds si tu veux. Non. Fais comme Babacar qui est parti tout seul. Je le précise, il est parti tout seul. Donc, tu notes. Et d'ailleurs, on parle de bondir, mais moi, je trouve qu'on est très calme. On écoute tout le monde. Oui, c'est vrai. Le plus important, c'est d'être très constructif dans le discours. Parce que si c'est pas constructif, ça mais non, déjà tu peux pas me dire, mais attends, écoute, tu peux pas te revendiquer, de défendre quelque chose que lorsque j'émets un avis, tu me dis oui mais tu peux partir. Non, parce que là, non mais attends, vous allez pas m'apprendre le français quand même. Il vient de me dire, de la même manière que Babacar, tu peux partir. Non mais attends. Mais qui a dit ça? Il parle de moi. Camille, s'il te plaît, il faut mettre un co-hôte. Parce que on va. Il parle de moi. Je sens que tu vas vouloir partir. Mets un co-hôte. Je l'explique à la sœur. Quand il a parlé de Babacar, Washington, notre sœur, écoute-nous. Je te connais trop bien. Quand il a parlé de Babacar, il parlait du fait qu'il faut que je prenne des notes. Il parlait pas de toi, Washington. Il disait qu'il faut que je peux partir. Non, son deuxième point, il a dit je peux partir comme Babacar, c'est-à-dire partir. Il disait partir sur les notes. C'est ça qu'il voulait dire. Ok, autant pour moi. C'est pas de ça qu'il voulait parler. Juste, je ne veux pas trop m'attarder sur la colonisation. Je veux rouler mes arguments. Vous allez continuer ce débat parce que pour moi, puis c'est néocolon par excellence. Donc, je ne sais même pas comment je pourrais l'expliquer. Je n'ai pas les mots, donc je passerai la parole à quelqu'un d'autre pour qui te répondre. Moi, je peux, hein. Je peux répondre. En fait, je ne sais pas si je vais dire, c'est un néocolon, mais son rôle, ce n'est pas de développer le Cameroun. Son rôle que lui, il s'est attribué, c'est pas de développer le Cameroun. De ce que j'observe, son rôle à lui, c'est de tout faire pour rester assis sur cette chaise-là. Je sais pas si c'est une malédiction, si on lui a dit que tu ne dois jamais te lever de cette chaise, si tu te lèves de cette chaise, qu'est-ce qui va t'arriver? Je sais pas trop. C'est son rôle à lui là-bas. Lui, jusqu'à ce que, je sais pas. Son rôle à lui, c'est de s'arranger à être le meilleur élève de la France tout en restant collé sur cette chaise, sans rien faire d'autre. Parce que la réalité, c'est que il ne peut pas réfléchir comment protéger la chaise et en même temps développer le Cameroun. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui veut développer son pays, qui veut apporter le bien-être minimum à son peuple, à ses populations, ne va pas s'occuper de son fauteuil. Il peut être éjecté à tout moment parce qu'il est focus sur d'autres plans de développement. Vous avez parlé du développement, la santé, l'éducation, tout ça, les routes, des infrastructures, tellement. Il y a tellement en fait dans ce pays que si tu es occupé sur le terrain, tu n'auras pas le temps de penser que mon fauteuil là même qui veut m'éjecter pour prendre ma place. Tu n'as pas ce temps. Or, lui, son rôle qui s'est attribué, c'est de protéger sa chaise et de travailler pour la France. Il a été formaté en ça en réalité. Parce que quand on voit son parcours, du petit séminaire jusqu'au grand séminaire, jusqu'à son éducation en France, le mec n'est pas camerounais dans sa tête. Il ne se sent pas camerounais d'ailleurs. C'est pour ça qu'il peut aller faire ses longs séjours à Genève, partout, des jours et des jours. Et pourtant, moi j'ai appris récemment que dans chaque région du Cameroun, il y a une villa pour les vacances du président. Dans chaque région, donc comme on a 10 régions là, dans chaque région, il y a une villa présidentielle. Oui, il peut aller passer ses vacances, visiter le pays, parce qu'il y a aussi de très beaux sites à visiter, mais nous n'avons pas des routes.
Moi, j'ai essayé plusieurs fois de m'y aventurer. Franchement, c'est compliqué. Même avec les meilleurs véhicules, c'est difficile d'arriver à certaines zones. Et pourtant, il y a tellement à visiter dans ce pays. Le Cameroun est trop beau. Et j'ai souvent mal au cœur quand je n'entre pas dans les fausses guéguerres sur les réseaux sociaux à défendre le Cameroun. Parce que ce que ce gouvernement fait, ce que ce régime fait m'énerve tellement que je ne veux pas me distraire dans cette petite guéguerre Cameroun contre Côte d'Ivoire et autres. Parce que pour moi, c'est de la distraction et ça nous fait perdre l'essentiel même de ce sur quoi on doit être focus. Sans ça, vous n'allez jamais me voir intervenir que sur n'importe quel réseau social où je puis me trouver. Quand il y a ces petits fausses, pour moi, c'est de la pure distraction. Et la plupart, et j'ai remarqué que surtout les pays francophones là, ces gouvernements-là, ils ont leurs agents qu'ils ont un peu éjectés un peu partout pour souvent soulever ce genre de petits guéguerres là. Ça occupe les gars, ça occupe la jeunesse. Les gens s'y perdent. Tu vois, on va dire, le Cameroun est en train de fesser la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, mais c'est tellement ridicule. Qui a la meilleure route à une voie? Voilà le débat où les Africains s'adonnent. Qui a la meilleure route à une voie? Qui a la meilleure le pays qui subit le moins les inondations? Voilà où on en est. Donc nous les jeunes sur les réseaux sociaux, on a à défendre ça. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce président-là, lui n'est pas là pour développer le Cameroun. Ça n'a jamais été son intention. La preuve, les parents me l'ont dit. Quand il est arrivé, il a coupé toutes les aides que les gens pouvaient avoir. Les étudiants avaient les aides pour fréquenter. Lui, quelqu'un qui a été lavé, nourri toute sa vie aux frais du contribuable, enfin, aux frais des Camerounais. Il arrive, il coupe les aides pour les étudiants. Quand un étudiant devient précaire, qu'est-ce qui se passe? Il devient mendiant, tout simplement. Il ramasse le silo de gens. Parce qu'un étudiant qui ne peut pas... Franchement, quand un étudiant paie les aides, le minimum là, c'est un mendiant et il n'a plus de conscience. Quand quelqu'un n'a plus de conscience, il a un prix. Et quand tu as un prix, il y a certains idéaux, entre parenthèses, pour lesquels tu peux plus te battre. Et c'est ce qui nous est arrivé de nos aînés jusqu'à nous actuellement. C'est ce qui se passe. La plupart des Camerounais, les gars ont un prix. Donc, quand vous voulez même vous mobiliser pour faire des manifestations, pour créer des trucs, on vient, on tire une personne dans le groupe, on lui dit que mon gars, tu vas te perdre où là? Si on te donne telle somme là, mon frère, ta vie va changer. Le mec, lui, il miroite cette somme-là, même si on va pas lui donner ça à la fin, parce que généralement, quand on les achète, on ne leur donne pas ces sommes-là. Donc, pour dire en gros, ce type n'a jamais eu l'intention de développer le pays. Et moi, j'ai remarqué dans son gouvernement, les gens qui ont voulu travailler, faire des choses, on a dissuadé ces gens-là d'une façon ou d'une autre. Il y a un type là qui était directeur, je ne sais plus de quoi là, qui avait démissionné. Ça devait être en 2019 ou en 2020. Jusqu'à Vision 4 avait titré Les rats quittent le bateau. Je ne sais plus de quelle structure il avait été nommé. Les impôts. Modeste Je ne Mopa. sais pas si c'était les impôts là. Si c'était lui, c'était lui. Voilà, il avait démissionné, non? Exactement. Il est parti. Pourquoi? Parce que ce que lui voulait faire, il n'était pas mieux. Il s'est rendu compte que dans ce pays, on ne veut pas ceux qui travaillent. On ne veut pas. Je prends un autre exemple. Simi Evuna, c'était le maire de la ville de Yaoundé. Le gars avait des projets, sincèrement, on peut dire tout ce qu'on peut dire, il n'était pas le plus, je sais pas. Mais les projets qu'il avait pour la ville de Yaoundé, ça faisait sens. Et ça allait changer la ville de Yaoundé. Pareil que celui qui était à Douala, Fris Tonen. Les gars avaient des trucs qu'ils voulaient faire, qui allaient améliorer, que ce soit urbanement et tout, les villes, ces deux villes-là, surtout Douala et Yaoundé. Quand ils essayent de faire des trucs, tu sens qu'on leur met les bâtons dans les roues. Tu n'as pas besoin d'être leur proche collaborateur pour savoir qu'ils ont les bâtons dans les roues. On leur dit carrément que vous arrêtez ce que vous voulez faire. Le programme de ce monsieur, ce n'est pas de développer le pays. Le programme de ce monsieur, ce n'est pas de faire quelque chose pour le bien-être des populations. Non, ça c'est pas son programme. Donc, il est là. Moi, je sais qu'il est là pour sa chaise et pour travailler pour la France. Et des fois, ils vont faire semblant avec la France de faire comme si, bon, il a un peu des petits problèmes avec la France là. Il a coupé un peu le port, il a récupéré le port à Bolloré. Il a donné ça aux Chinois. Il a fait ses... Bref, de la comédie quoi. On en est, je sais pas si on va trouver une solution, mais c'est
C'est Ouais, dépressif des fois. merci d'avoir complété. J'avais juste j'avais 2 points que je voulais évoquer. Bon, j'espère qu'après ça, on pourra, après Axel, j'espère qu'il pourra prendre la parole. Oui, tu es toujours en train de te plaindre, Loïc. Tu fais toujours ça. Tu es toujours en train de pleurer que ton bras est debout depuis. Euh, Attends, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Non, non, il y a, voilà, par rapport à Babacar, moi je veux dire, il y a un truc. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de directs avec Kemita. C'est vrai qu'il s'énerve pas. Il n'a pas l'habitude de s'énerver. Par contre, c'était dangereux. C'est pour ça que moi, je dis encore la chose. C'est vrai que ça peut paraître effectivement comme du totalitarisme, mais je l'ai jamais vu dans les nombreux directs qu'on a pu faire. On a demandé à quelqu'un de partir. J'ai jamais vu. Donc, les propos qu'il tenait sont très dangereux. C'est dangereux. Quand on est français, effectivement, dans une société française, tenir certains discours, on peut dire, bon, le gars, il vient à la télé, on a Zemmour qui vient tout le temps dire des choses infâmes, par exemple, sur les Noirs et sur les Arabes. On se dit, bon, ok, bon, dans certains cas, on dit que c'est la liberté d'expression, on laisse parler. Mais dans les sociétés africaines comme les nôtres, effectivement, où les questions tribales sont sensibles, c'est pas des discours qu'on tient n'importe comment. C'est très dangereux de venir dire que tous les Camerounais sont tribalistes. Et là, je pense que tout le monde ici, la plupart des gens ont réagi. Et leur réaction, moi je t'explique juste la réaction de la plupart d'entre nous, c'est parce que nous on a grandi au Cameroun, ce qu'on a pu vivre a forcément impacté la réaction qu'on a eue vis-à-vis de ce propos-là. C'est des choses qui sont vraiment, ça peut passer dans d'autres sociétés, mais dans la nôtre, il faut vraiment prendre des pincettes lorsqu'on évoque les questions tribales. L'autre sujet, c'était à propos de moi, les discours haineux. J'ai dit ça tout à l'heure, Kémy, je ne sais pas si tu m'as compris ou bien les autres m'ont également compris. Je n'étais pas en train de faire un diagnostic pour diagnostiquer, pour bavarder comme on bavardait. Moi, ce que je dis vient toujours d'une réflexion profonde. Si je n'ai pas pris la peine de réfléchir sur un sujet, moi, je ne me prononce pas dessus. Et quand je dis que les discours tribaux sont financés, les discours tribaux, oui, la haine tribale en ligne est financée, je n'ai pas des preuves matérielles à vous apporter, mais j'ai suffisamment analysé le phénomène. Et ça date pas sans te couper, Axel, il y en a qui doutent. Moi, je veux juste comprendre. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était pas vrai. Sur TikTok, c'est le cas. Hein. Non, sur TikTok, c'est le cas. Ils ne s'en cachent même pas. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut les écouter parler. Quelqu'un a justement dit que c'était un peu exagéré de ma part. Non, c'est financé. Je vous dis que la plupart des gens qui font ça, ils gagnent leur vie là-dessus. On a un exemple palpable parce que quand on remonte un peu plus loin, les élections on va en 2018. Avant 2018, ils ont créé un phénomène qu'on appelait Amérique amère. Je crois qu'il est arrivé peut-être sur la toile entre 2016 et 2017. Avec justement ces discours tribaux-là. Et le gars s'est énormément enrichi avec ces histoires-là. Demandez-vous quel intérêt les gens qui sont dans le pouvoir, qui mangent à leur faim, qui ont des milliards enterrés sous les matelas, pourquoi est-ce qu'ils vont donner de l'argent à un gars qui passe son temps à allumer sa caméra pour soulever des problèmes, pour attiser la haine tribale? Donc c'est pour dire que quand je dis ça, peut-être qu'on a ça au fond de nous. On peut dire que oui, les Camerounais ont ces trucs tribaux au fond d'eux. C'est comme partout ailleurs. Je pense que même en France, un Corse n'a pas forcément envie de vivre avec un Breton. Je veux dire, ça existe un peu partout. Mais pourquoi chez nous, cette histoire, on a l'impression que, comment dire ça, c'est irrationnel la façon dont les gens s'expriment sur cette question-là. Qu'est-ce qu'un Camerounais, la grande au Cameroun, il vit avec des gens, il ne peut pas se permettre d'allumer sa caméra pour dire ces choses. C'est pour ça que vous voyez que nous, on réagit de manière véhémente comme ça quand Babacar était sur le discours. Parce qu'au Cameroun, comme Chapi le disait tout à l'heure, quelqu'un ne peut pas marcher en route et dire à l'autre que toi, sale machin, truc, soit sale telle tribu. Il dit ça dans la rue, il va se faire lyncher par la plupart des gens. Les gens vont dire, mais tu sors avec ça, voilà. Donc, ces gens qui tiennent ces discours sont financés. Et j'en prends pour exemple, juste pour terminer, c'est vraiment le seul point que je voulais éclaircir. J'en prends pour exemple un qui passe sur les télés camerounaises. Il passe un peu moins ça dernier temps, parce que j'avoue que j'avais un peu fait la coupure avec la politique au Cameroun. Mais j'ai recommencé à m'y intéresser. On le voit plus trop à la télé. Il y a un là qui était très, très présent avant l'élection, avec sa chemise coupée, et qui vivait soi-disant dans un conteneur. Je ne voulais pas citer son nom, mais il vivait soi-disant dans un conteneur percé à Douala. J'ai dit, le monsieur, ça... T'inquiète, il passe toujours à la télé. C'est juste que les chaînes où il passe ne sont pas très écoutées. Il a été rétrogradé en seconde division ou en troisième division. Voilà. Donc je veux dire, un monsieur comme ça, il venait tous les jours à la télé. Vous voyez, dans la plupart des chaînes de télévision, le passage, quand on invite un consultant, c'est parce qu'il vient éclairer les gens, donner une opinion qui peut-être peut être combattue, mais il a une expertise à apporter. Et il a apporté une expertise sur quoi? Et chaque fois qu'on lui donnait le micro, c'était pour soulever la haine tribale et en direction d'une seule tribu. C'est pour la question. Qui finance tout ça? Qui finance ses voyages? Le monsieur, il habite à Douala tout le temps, il est à Yaoundé. Il fait des allers-retours dans les trains, dans les avions.
venir à la télé uniquement cracher sa haine sur une tribu. Il a même fait les voyages à l'étranger, vous avez vu. Et les personnes qu'il rencontre sont essentiellement les mêmes personnes qu'on voit allumer les téléphones pour attiser la haine tribale. Qui finance tout ça? Bon, vous allez me dire que c'est un débat périphérique, mais il ne faut pas que les Camerounais se leurrent. Le tribalisme d'État que nous avons chez nous est financé, il est entretenu. Et moi, je le dis, je peux me tromper. De toute façon, c'est écrit sur ma bio. C'est au cas où vous vous doutez, j'écris que je peux me tromper et changer d'avis. Mais je dis, le tribalisme d'État est financé pour la lutte finale de changement de pouvoir. Qui va récupérer le pouvoir? Il faut que les Camerounais soient tout le temps occupés à parler des tribus. On ne doit pas sortir d'autres débats que ça. Bon, ça permet évidemment de ne pas parler des routes. On parle un peu moins des routes, on parle un peu moins des femmes qui se font éventrer sur les parvis des hôpitaux, on parle un peu moins de tous les scandales qui se passent. Les Camerounais sont occupés et ça mobilise. Ce sont des trucs qui... Les gens sont... Comment on dit, c'est du contenu, comment on dit, il y a un terme qu'on dit sur les réseaux sociaux, là, ça crée de l'engagement, voilà. Ce sont des contenus qui créent de l'engagement. Et tant que les Camerounais seront en train de parler de ça, il y a quelques 2-3 guignols comme nous ici sur le space là. Il y a que les guignols comme nous là qui venons parler des choses concrètes. La plupart des gens, vous voyez, quand on allume on déclenche le space, c'est beau parler de tel accouche avec tel a fait quoi, l'autre a mal quoi, l'avocat, vraiment on a tous ces genres de débats là, on a tous les trucs farfelus. Mais je dis, ne vous trompez pas sur le tribalisme. Il est financé et entretenu par les pontes du régime. Et je citerai même particulièrement deux très vieux amis de Paul Biya. Je dis vieux, vous pouvez pas citer le nom parce que je suis même pas au point où j'ai peur. Je veux pas qu'on lance les débats des personnes. Il y a deux vieux amis de Biya qui contrôlent le littoral politiquement. Ils contrôlent politiquement le littoral. Et ce sont ces personnes qui financent les gens comme Élie Bilobé. Et comme Élie Bilobé et tous ces autres qui sont en train de dire le littoral, le littoralien, parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs enfants du littoral. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils les détournent sur les questions tribales. Il y en a un, sa femme dirige maintenant la plus grande entreprise publique du Cameroun. Et l'autre, on ne sait même pas s'il est en santé, s'il est encore capable de marcher. J'ai dit, c'est un système de Paul Biya. Ne vous y trompez absolument parce que c'est financé et c'est entretenu à dessein. Voilà. Moi, les autres questions, je passe dessus, je laisse la parole aux autres. Loïc? Oui. Déjà, je vais juste répondre à la question de Washington. C'est le fait de savoir pourquoi Biya ne fait pas les choses un petit peu du système senior colonial. Il y a une question. Tu connais à quelle année Biya prend le pouvoir à Washington? Allô? Tu es là? Ouais. J'avais l'impression qu'elle est partie aussi. Ou bien Bon. qu'elle n'est plus. Je crois que parce que je vois seulement les oui. Mais bon, je vais continuer. Biya pour le pouvoir en 1982. Je vais juste t'inviter à lire un petit livre, c'est disponible là partout. Le livre de Fanny Pigeot au Cameroun de Paul Biya. Je vais faire un petit exercice, les gars, pardon, accordez-moi même 4 minutes. Ou 5 minutes, ça va être un peu. Oui, je suis là, je suis là, excuse-moi, je suis là, j'écoute. Voilà, je vais juste faire un petit exercice avec toi pour que tu écoutes, mais écoute attentivement. On dit dans le livre de Fanny Pigeot que les recettes pétrolières qui se montaient à hauteur de 722 milliards de francs CFA pendant les années 1984 et 1987 sont passées à 419 milliards l'année suivante. Les années suivantes, c'est-à-dire à partir de 1987 à 1988. Donc, tu vois que de 84 à 88, en 4 ans, les recettes pétrolières ont baissé de moitié sur le régime de Paul Biya. Et c'était juste 2 ans après qu'il ait pris le pouvoir. Écoute, la SODEBLé qui avait été conçue pour produire 1200 tonnes de blé. Mais 1200 tonnes de blé, tu comprends? Mais n'en avait généré que 275 tonnes à 1984. Donc, une entreprise qui a été créée pour produire 1200 tonnes. Et quoi, 120 000 tonnes, 120 000 tonnes de blé. En 1900, ça a été créé à quelle année? En 1981. Quand Biya est arrivé en 1984, ça a pu créer que 275 tonnes
Donc, comprendre, et là, bien l'équivalence, tu vois, une entreprise qui prévoit créer 100, qui prévoit produire 120 000 tonnes, mais sur bien, on produit que 275 tonnes. Comprendre, de 1982 à 1988, le nombre de fonctionnaires est passé de 80 000 à 180 000. En 6 ans, le nombre de fonctionnaires est passé de 80 000 à 180 000. Et la croissance est devenue négative. Elle est quittée de moins 6,6% en 1987 pour 13,3% en 1988. Donc, en une année, la croissance du Cameroun a doublé négativement. Et c'est donc comme ça que après, le Cameroun a quitté le pays, pauvre, très endetté dans ce moment. Donc, tu vois que de 82 à 88, juste 6 ans après la prise du pouvoir, Paul a été chuté au Cameroun. 6 ans juste après la prise du pouvoir. Pourquoi cela peut sembler être incompréhensible? Mais en fait, c'est parce que Biya, lui, n'a jamais été placé au pouvoir. Il n'a jamais été quelqu'un qui, dans son logiciel, est installé, qui dans son logiciel prévoit le bien-être du prochain, le bien-être d'autrui. Et les Français le savaient bien. Les Français voulaient juste quelqu'un qui allait ouvrir les vannes pour que les industriels puissent profiter, pour que les aides publiques au développement puissent circuler, pour que les crédits, pour que l'État, en fait, pour qu'il voulait juste quelqu'un de manipulable, puisse fonctionner. Parce que d'autres présidents, au moins, ouvrent un peu les vannes, mais essayent un peu de faire un petit plus pour le même. Pour le cas Biya, c'est quelqu'un qui est, premièrement, foncièrement tribaliste, comme l'État qu'il a mis. Parce qu'il faut se le dire, la France est le plus grand État tribaliste au monde. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais la France a elle-même favorisé l'installation du tribalisme au Cameroun. Allez vous renseigner sur les chefferies de l'Est, et du Sud. Vous allez vous rendre compte que c'est la France qui a favorisé la création de ces chefferies, car il n'existait pas de chefferies à l'Est et au Sud. C'est la France qui fait ça parce qu'il fallait dominer ce secteur avec des chapiteaux. Donc, en 6 ans, Biya a mis le Cameroun à genoux. Donc, ce que tu observes aujourd'hui n'est que la continuité. Donc, quand tu vois d'abord le départ de quelqu'un, tu peux donc comprendre que même si on reste 200 ans, on va rester que comme ça. On ne va jamais avancer. Donc, il n'y a pas de piment. Pourquoi? Il ne peut pas l'exprimer pourquoi. Il n'aime pas son prochain. Il n'aime pas pour lui, c'est piment. Il a son pouvoir. Il veut le mourir. C'est tout. J'ai fini. Je vais pas être là. Exactly. C'est exactement ça, Loïc. Le mec, ce n'est pas un... Oui, Jordan. Dis-moi pourquoi C'est vrai. Oui. Tu dis? tu dis que tu vas plus revenir. Ça me rend malade, mon frère, de parler des mêmes choses chaque jour et puis ça ne change J'ai ton pas. nom dans le cahier. Sincèrement, moi, ça m'épuise ce que je J'ai ton commence. nom dans le cahier. Ouais, tu vas sauf qu'écrire et me sanctionner après, c'est pas grave, je vais payer, même à crédit. Oui, en tout cas, fini avec Chatrice. Elle a fini. Je ne J'ai fais pas les mots de fini. Valère, mais ça l'a côté. Je chute 4 fois avant de... Ça chute là. Non, mais tu as prononcé le nom de Valère là, c'est lui qui me tue. Le mec en 2019-20, qu'est-ce qu'il ne crachait pas sur le Camto? Quand moi je le vois, je ris. Parce que, hein, sincèrement, le moment, moi j'avais compris que le moment idéal pour chasser le type là, c'était 2018. Quand en 2011, il a forcé cet assis là, j'ai dit que si 2018 il reste, c'est mort, c'est cuit, sincèrement. Parce que vous avez vu ce qu'il a donc fait pour rester. Il a barricadé, donc il ne s'est même pas caché, il n'a même pas eu honte. Que les gens ne vous disent pas que ce sont les ministres là qui ont pris ces décisions là, zéro foot. C'est le mec qui leur dit c'est ce que je veux. Donc c'est lui qui a décidé de la tournure des choses, ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Moi, j'ai même l'impression que certains ministres même voulaient même que les choses, que ça change, hein. Parce que il y en a qui ne se cachaient pas. Attends, qui a envie d'être dirigé par Donc, Ngongo et l'autre là, ça énerve. Eux-mêmes, ça les vexe. Non, en vrai, c'est pas que nous que ça vexe. Parce que nous, on voit même ça de loin. Je pense que entre eux là-bas, le gars doit être tellement, comment on dit ça, insupportable. Il doit être vraiment insupportable. Tu es ministre, tu vas faire des études, tu apprends à manger avec une fourchette, avec un couteau pour venir de même attendre, t'asseoir à la même table qu'en Tangandji. Tu trouves que c'est comme si tu as gâché ta vie. Il veut dire ça sert à rien. non, il est très insupportable et arrogant. C'est pour ça qu'ils ne vont pas trop parler à la télévision parce que s'ils s'expriment trop, ils vont s'exposer et on va savoir et on va vite voir même qui ils sont en réalité. Et parle-le qui est sur les réseaux sociaux là, bon. On les connaît déjà. L'autre là, il passait son temps à porter des mallettes d'argent pour aller. Bref. Je sais pas. Il y a plusieurs mains levées là. Il y a plusieurs mains levées. Laissons d'abord Kamit. Essaie un peu de réorganiser les choses. Laisse le micro, les gens vont bagarrer. Laisse le micro là. Non, je suis là. Non, mais c'est important que la sœur déballe tout ce qui est. Parce que c'est important. C'est des thérapies politiques qui sont faites. Ça pile les là, ces problèmes. Elle vient nous raconter comment. Toi-même, tu vois comment j'étais découragé dans tu as vu comment j'étais découragé la politique il y a quelques mois là, je t'avoue. Non, mais j'entends les gars. Non, mais en tout cas. Il est vrai qu'on a fait presque une pause, non? Il est vrai qu'ils ont fait une pause. Bon, non, ne parlez pas non. Moi, j'ai pas fait pause, hein, les gars. Moi, je suis un militant. Moi, je suis un activiste. Hein. Moi, Twitter n'est pas mon terrain de révolution. Attention. Donc, non, mais de toute façon, c'est important. Mais, enfin, écoutez, si vous avez autant de choses qui vous chauffent le cœur, moi, je vous invite à rejoindre des organisations. Hein. Moi, je ne fais pas de prosélytisme ici, mais il y a de très bonnes organisations en Europe ou même en Afrique qui font des choses, qui soutiennent des partis, qui soutiennent des associations, qui même œuvrent sur le terrain. Donc, franchement, si c'est des combats qui vous tiennent autant à cœur, mais impliquez-vous un peu plus. Les débats, Twitter, c'est bien, mais si vous avez envie de... Parce que franchement, débattre, c'est bien. Moi, je suis pour, hein, franchement, mais si on peut mener des actions concrètes qui ne sont pas des envois de Western Union, bien évidemment, au pays, c'est encore mieux. Et cela passe par le fait de militer activement, de rejoindre des organisations antifascistes, comme tu disais, antiracistes, panafricaines, tout ce que tu veux. Bah, il faut les rejoindre, il faut leur donner un coup de main, il faut travailler avec eux. Et c'est important. Et en plus, pour moi qui milite, c'est les choses qui sont très concrètes. Là, ça t'ancre dans le réel. Ça permet d'avoir une pensée qui est plus complexe. Parce que, effectivement, je dis encore, c'est trop facile de se pointer sur Internet et de dire, ah non, les Camerounais, à la rue, ouais. Oui, ouais, on peut tous faire ça. On peut tous constater que le Cameroun est très mal fait, mais ça ne résout rien. Ce qu'on dit là, on n'est pas des révolutionnaires en le disant. Les gens l'ont dit bien avant nous. Donc ça, c'est pas un discours. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, continuer à avoir ce discours en 2026, pour moi, c'est être en retard. Ça nous fait absolument pas avancer. C'est des constats qui sont absolument plats. Et pour moi, c'est bien de le faire, mais ça nous limite pas. Enfin, ça nous limite plutôt, je voulais dire. Donc, il faut faire un pas en avant. Et le pas en avant, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on en est là. Parce que je répète encore, c'est important. Être Camerounais ne prédispose pas à la pauvreté, ne prédispose pas au tribalisme, ne prédispose pas à toutes les tares. Les tares sont le fait d'être des individus. Hein. Les individus ont tous des problèmes d'ego. Hein. Et donc, du coup, c'est facile pour un politicien de manipuler l'ego des gens. Tout comme les Blancs sont manipulés, les Noirs aussi peuvent être manipulés. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait de vouloir coller des stigmates sur le corps des Camerounais en disant non, ils sont condamnés. Non, les Camerounais ne sont absolument pas tribalistes. C'est des gens qui ont des failles, comme tous les êtres humains. Mais quand tu as des mecs qui sont au pouvoir, comme Paul Biya aussi, qui est un être humain, mais qui a grandi en Occident, qui a été formaté, et quand la colonisation s'est, entre guillemets, passée de l'autre côté en forme de néolocalisation, on a dit, frérot, toi, va là-bas, mais ton travail, c'est bien évidemment, c'est pas de développer le pays. C'est juste parce que, bon, apparemment, on est fatigué de voir des blancs présidents. Donc, on va mettre un noir pour contenter ces gens-là.
Donc, toi, place-toi de l'autre côté et de temps en temps, tu nous envoies des ressources, le cacao, le fer, le bois, la banane, tout ça. Mais attention, interdiction de développer le pays. Donc, tout ce qui est droit, attention. Parce que dès que tu fais ça, tu vas quitter comme ton frère Amadou ou Aïdio, là. Tu vas. Donc, fais gaffe, mon cher ami. Donc, non, pour répondre rapidement à la sœur, non, c'est quelqu'un qui a jamais été là pour développer le Cameroun. Non, son problème, c'est juste être l'interface entre l'ex-colon ou le néo-colon et les ressources. Hein. Le Cameroun, c'est un pays qui est détenu à plus de 50% par les entreprises étrangères. Ce qui fait vivre le Cameroun aujourd'hui, c'est Total, c'est Orange, c'est toutes ces entreprises-là. Les PME qui sont à elles 80% de l'économie ne font, il y a rien. Ça ne génère aucune économie au Cameroun. C'est les ports qui sont détenus par des autres. C'est eux qui détiennent l'économie. Et donc, dans ce cadre-là, quand on est dans un contexte impérialiste et néocolonial, c'est compliqué de dire je vais avoir un discours véhément. Tu te feras zigouiller. Alors, on pourrait critiquer Paul Biya en disant écoute, sois au moins un homme valeureux. Dis au moins je m'en fous de la France. Et même si tu te prends une balle dans la tête, c'est pas grave. Au moins, tu vas partir par la grande porte. On pourrait se poser cette question-là. Mais il n'a pas envie. Et il n'a pas envie. C'est tout. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ben, Jordan, je te laisse la parole. Ok, bon, Chapuis, comme je t'ai dit, moi, je suis avec toi ce soir-ci. Il faut que tu reviennes en force, les gars. On doit reprendre le charbon. Merci à la sœur qui vient du moins, je dis vient d'arriver parce que je viens de la connaître. Je parle de la sœur Washington. Vraiment, revenez les gars, on peut repartir à zéro comme on avait pris de la base. Et puis, on peut débattre. Moi, en tout cas, nous, on est ouvert au débat. Comme le frère l'a dit, on est là chaque vendredi. Les heures, parfois, ça peut permuter. S'il n'est pas disponible, moi, je peux donner ma disponibilité. Il y a aussi Loïc qui fait souvent, pardon. Il y a aussi Loïc qui fait souvent des spaces. Abonnez-vous sur les gars et puis on peut parler de tout, que ça soit politique. En tout cas, il y a des gars qui sont chargés. Il y a Loïc qui peut parler d'histoire. Il y a des livres qu'il connaît. Il y a aussi le frère Axel qui est là. Il peut revenir avec l'époque coloniale. Il y a des gars qui sont chargés, vous savez. Abonnez-vous à eux. Discutons sur la chose politique, que ça soit peut-être du Cameroun ou de l'Afrique. On sera là, on va discuter avec vous, on va échanger. On va surtout essayer de se comprendre parce que c'est ça le nœud de problème, parce qu'on ne se comprend pas. Et demain ou après-demain, on n'arrive pas à se parler. On se regarde du chien de faïence et on s'est dit, ok, bon, on a fait 4 à 5 heures. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on a retenu de ce discours-là, ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'on a brassé et puis on allait se coucher? Ou on a retenu quand même de quelque chose de ce qu'on a pris résultat à se dire? Donc, c'est un peu ça la chose. Maintenant, pour revenir un peu sur le sujet, à quoi c'est la démocratie en Afrique? Pour de vrai, moi, je peux pas parler de démocratie ou je peux parler de dictature, mais pas de démocratie, parce que pour la plupart, pour les pays qui sont pas indépendants, c'est un peu compliqué de parler de démocratie. Pour de vrai, en entrant même dans des trucs académiques, ce serait difficile de regarder le Cameroun dans le cadre démocratique, parce que moi, je le redis encore, c'est pour ça même que le MS m'a beaucoup plus attiré par rapport aux autres. C'est pas qu'il n'y avait pas de parti, mais moi, je voyais que c'est le parti qui avait compris l'essence de l'UPC. Quand tu regardes dans le slogan mouvement de la renaissance du Cameroun, parce que on le sait que le Cameroun est né à un moment donné, mais il est mort. Alors, il faut renaître ce pays-là. Pour renaître ce pays-là, on doit avoir notre indépendance, parce qu'on l'a pas encore. Comme je l'ai expliqué, en amont, on a eu l'indépendance coloniale, je le précise encore en 1960. En 61, on a eu la réunification. Donc, ils ont fait l'opposé de ce que les pères fondateurs voulaient. Les pères fondateurs voulaient l'unification après l'indépendance, mais les Français ont voulu faire l'indépendance d'un seul Cameroun. C'est pour ça même que quand j'entends les Camerounais dire qu'on a eu notre indépendance en 1960, je dis encore qu'ils sont en train d'insulter la partie communautaire linguistique qui est anglaise, parce que eux, ils n'ont pas eu l'indépendance, la fausse indépendance en 1960. C'est juste le Cameroun francophone qui a eu la fausse indépendance en 1960. Et ils ont eu la leur en 61 au niveau de la fausse réunification, parce que c'était même pas une réunification en tant que telle. On est venu juste, ok, on va vous faire voter un référendum et tout ça. Ceux qui disent oui, on le met dans le cachot. Ceux qui disent non, on va les mettre de côté.
Mais si la majorité, on sait que la majorité ne voulait pas. C'est une réalité, ils ne voulaient pas vraiment être avec ce Cameroun-là parce qu'ils avaient compris que ce Cameroun-là, c'était une indépendance française et non des pères fondateurs. Après la mort de Omnobé en 1958, c'était très très difficile pour qu'ils partent sur une unification et une indépendance du Cameroun total. Alors, ce que nous estimons encore, c'est qu'il faut déjà qu'on ait une autre indépendance. Et quand on va avoir notre indépendance, je pense qu'on pourrait aller sur cette question de démocratie ou de créer notre propre démocratie. Parce que j'ai l'impression, et je pense que je ne suis pas le seul aussi, si vous lisez le livre du professeur Maurice Kamto, je pense que c'est Droit et peuple noir en Afrique. Je crois comme ça que c'est ça ce livre, parce que je ne l'ai pas en face. Il a compris qu'au niveau des institutions, il faut les reformer avec la pensée africaine, la vision africaine, et non une vision qui nous a été imposée, bien que politiquement, même au niveau de la politique, on le faisait bien avant, mais on emploie juste les mots qui sont employés par l'Occident. On va pas me dire que dans des communautés africaines ou des communautés camerounaises, on savait pas diriger les chefferies, on savait pas diriger les cantons, on savait pas diriger les clans. On le savait le diriger. À partir du moment donné qu'on sait le diriger, ça fait déjà partie du politique. Mais aujourd'hui, on a employé cette méthode politique-là et on l'a appelée politique en allant sur un pays qui n'est de un, pas uni, parce que j'entends bien qu'on dise que, ok, nous sommes unis au Cameroun, mais c'est faux. On s'est pas mis à table, on n'a pas discuté, on s'est pas accordé, comme on le dit souvent, on s'est pas accordé, on n'a pas essayé de comprendre de l'autre. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à se connaître. Je dis qu'on n'arrive pas à se connaître. Pourquoi je dis qu'on n'arrive pas à se connaître? Parce que quand tu prends l'histoire du Cameroun ou que quand tu écoutes certains Camerounais, pas tous bien sûr, certains Camerounais, tu as l'impression que, tu prends un exemple. Quand tu dis à un Camerounais que à l'ouest Cameroun, il existe des Peuls, il est étonné qu'il existe des Peuls à l'ouest Cameroun. Quand tu dis à un Camerounais qu'au niveau du littoral, il existe des grasse-files. Il est étonné qu'il existe des grasse-files. Moi, je ne parle pas des déplacés. Moi, je parle de ceux qui sont grasse-files, mais le découpage administratif les a gardés dans le littoral. Je te parle des Moyas, je te parle des Biam, qui sont grasse-files, et qui sont du littoral. Quand tu dis aux Camerounais qu'il y a des Mbo dans l'ouest Cameroun, il ne sait pas qu'il y a des Mbo dans l'ouest du Cameroun. À Kekem, il y a des Mbo. Quand tu dis aux Camerounais qu'il y a une grosse partie Tika qui est dans l'ouest du Cameroun et qui est au centre du Cameroun et c'est un même peuple, il ne sait pas. Donc, à partir du moment donné qu'on ne se connaît pas et on est allé à une fausse indépendance, je pense qu'à un moment donné, ça va éclater. C'est parce que c'est le projet qui est mis sur pied par Paul Biya. Il met un projet qui va faire à telle sorte que quand il va quitter du pouvoir, c'est bien vrai que on va pas se libérer après sa disparition, mais après sa disparition, on va laisser quand même, je te dirais, un étincelle qui peut à un moment donné éclater et que les mentalités reviennent à dire non, Paul Biya il était quand même mieux avec lui, c'était un peu quand même pas ça. Donc essayons un peu de voir ce côté-là, essayons de se comprendre, de se parler et venez discuter avec nous les gars. Nous on est super cool, on échange et surtout on soit enrichis. C'est ce que je pourrais dire à vous et bonne soirée à vous. Merci Jordan, merci beaucoup. Et bien effectivement, ça a été très enrichissant pour un premier débat de la rentrée. Franchement les gars, vous étiez à 1000%. Hein. J'imaginais pas qu'on mettrait autant d'énergie, mais en tout cas ça fait plaisir. Et j'espère qu'on sera encore là vendredi prochain. D'ailleurs, je crois qu'on sera encore là vendredi prochain. Et donc, je ne sais donc pas si chacun veut dire un mot de fin avant qu'on se sépare. Il n'y a pas d'ordre, hein, vous savez, ici, il n'y a pas d'ordre. Donc, un mot de fin, j'ai dit. Pas une autre dissertation. Voilà.